Très bien, merci beaucoup. Alors, nous sommes très bien coordonnés dans la vie de tous les jours, Anne. Là, un peu moins, donc on va faire ce topo en deux temps. Je vais d'abord vous parler donc, des pathologies associées au sommeil et le comportement. Et puis, Anne, tu vas parler de la nutrition et de l'épilepsie. Et là, nous sommes vraiment dans du très fréquent. On passe du très rare au très fréquent, mais qu'il faut effectivement absolument connaître. Alors, je vais commencer par le sommeil parce que c'est toujours intéressant quand même de se rappeler pourquoi le sommeil est tellement important. Alors, vous le savez parce que vous vivez comme moi sur la planète Terre. Et sur la planète Terre, on est rythmiquement exposé à la lumière et à l'obscurité. Et en fait, toutes les espèces qui vivent sur Terre se sont adaptées à ça. Sauf que l'homme a choisi plutôt la période d'obscurité pour dormir et plutôt la période lumineuse pour être réveillé. Pourquoi c'est important pour vous en tant que clinicien, professionnel de santé? Parce que le rythme veille-sommeil, c'est un rythme circadien. Circadien, ça veut dire sur environ 24 heures. Et quand un enfant ou un adolescent ou un adulte avec TDI a des difficultés de sommeil, on fait souvent l'erreur, on regarde que la nuit. Mais il faut réellement regarder comment ça se passe sur les 24 heures. Il faut aussi tenir compte des épisodes éventuellement de sommeil en journée, par exemple, et ne pas se focaliser que sur la nuit. Donc ça, c'est vraiment le premier élément important. La deuxième chose, c'est que vous voyez déjà là, il y a une sorte de temporalité externe. Hein, ça, c'est la temporalité du monde qui tourne, mais aussi parfois la temporalité des institutions qui veulent qu'un enfant soit au lit à telle heure, mange à telle heure, etc. Donc, c'est une temporalité en quelque sorte imposée. Et il y a une temporalité de l'organisme qui peut être tout à fait différente. Donc, parfois, il y a vraiment le conflit entre les deux. Troisième élément de base, on dort énormément dans notre vie. Donc, on dort à peu près un tiers de notre vie. En général, ça veut dire que c'est une fonction quand même plutôt importante, le sommeil, parce que la nature gâche rarement des choses. Et donc, quelles sont les fonctions du sommeil? Pourquoi c'est important pour les TDI? On ne va pas y aller dans tous ces détails-là, mais ce n'est pas que pour récupérer, en tout cas. Ce n'est pas qu'on est épuisé, on récupère, mais c'est aussi vraiment, au cours de la nuit, il y a un lavage du cerveau qui opère. On élimine les détritus neuronales, mais surtout, et ça c'est vraiment très important pour la thématique d'aujourd'hui, le sommeil est important et reflète en même temps la maturation du cerveau, donc très important au cours du développement, et notamment favorise les apprentissages par ce qu'on appelle la consolidation de la mémoire, c'est-à-dire tout ce qu'on apprend la journée va être revisité la nuit, et le sommeil nous aide à trier. Qu'est-ce qu'on garde en stock et qu'est-ce qu'on a le droit d'oublier aussi. Et comme ça, souvent, des choses se clarifient d'ailleurs le matin. C'est pour ça qu'on dit la nuit porte conseil, c'est à cause de ça. Mais le sommeil, et ça je pense chacun d'entre vous a sa propre expérience, est très intriqué aussi à la régulation des émotions. On le sait bien, on dort mal, le lendemain ce n'est pas comme d'habitude, on est plus irritable, plus émotif, etc. Donc ça aussi, il faut l'avoir en tête. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui c'est assez bien connu chez les enfants ou adolescents avec un développement typique que quand il y a un mauvais sommeil, alors soit que parce qu'il n'est pas assez long, donc on est en dette de sommeil, soit parce qu'il y a un trouble du sommeil associé, donc c'est vraiment mauvaise qualité de sommeil, on peut avoir des conséquences déjà physiques, notamment sur la croissance, le développement sensorimoteur ou l'équilibre métabolique, ça je vais moins souligner. Beaucoup de conséquences cognitives. La fonction la plus fragile étant l'attention, ça va très vite. Je pense même vous ne dormez pas ou pas bien une nuit. Le lendemain, aujourd'hui, par exemple, ce matin, j'ai oublié mon portable dans mon bureau. Voilà. Donc ça, c'est très typique quand on n'a pas assez dormi. Et par contre, si c'est plus chronique, ça peut avoir un impact sur les apprentissages ou sur la mémorisation. Et l'éducation nationale, d'ailleurs, reconnaît ça aujourd'hui. Nous avons organisé 2 journées d'études internationales soutenues par l'éducation nationale en 2023 et cette année, où on intègre aujourd'hui des recherches même à l'éducation nationale sur le sommeil. Alors, chez l'adulte, donc là on est au matin, ça va, fin de matinée c'est parfait, mais pour ceux parmi vous qui n'ont pas bien dormi cette nuit par exemple, en début d'après-midi ça va être beaucoup plus difficile. Et on va voir parmi vous pas mal qui vont s'assoupir brièvement, en plus il fait chaud. Donc on a un problème de la vigilance si on n'a pas assez dormi, voire on appelle ça l'hypersomnolence avec des endormissements intempestifs. Mais chez l'enfant, et notamment chez l'enfant jeune, et parfois chez l'enfant qui a un retard de développement, on peut avoir un autre symptôme qui peut être un signe de la fatigue ou de la somnolence, c'est l'hyperactivité motrice, parce que l'enfant n'aime pas cette perception d'être fatigué ou la somnolence qui arrive, et va se mettre en mouvement et va finalement être très nerveux et très agité. Et finalement, j'ai déjà un peu parlé de toute la rubrique humeur, régulation émotionnelle ou irritabilité, impulsivité. Et comme vous le savez, au quotidien, quand les familles vous en parlent, un enfant, un adolescent ou un adulte avec TD qui ne dort pas bien, justement, ça impacte beaucoup la qualité de vie de la famille.
Alors ça, c'est chez l'enfant à développement typique. Qu'est-ce qui se passe si on est dans le cadre d'un TDI? Souvent, et ça c'est assez particulier, on ne fait pas forcément ce lien. Chez l'enfant, adolescent, adulte avec TDI, on ramène tout au TDI, alors qu'il se peut-être qu'il est particulièrement inattentif parce qu'il a mal dormi, et pas que en lien avec son TDI, etc. Il y a peut-être des troubles du comportement, parce qu'il est irritable, etc. Pas forcément directement liés au TDI, mais parce qu'il a un TDI et il dort mal. Donc je pense que ça, aujourd'hui, il faut qu'on en tienne plus compte. Parce que dans ce grand groupe de troubles du neurodéveloppement que nous avons vu ensemble déjà ce matin, les troubles du sommeil sont extrêmement fréquents. Donc, beaucoup plus fréquents que dans une population contrôle qui n'a pas de troubles du neurodéveloppement. Et c'est pour ça aussi que je m'y intéresse particulièrement. Alors, quel type de trouble du sommeil et à quel point c'est important pour les TDI? Et là, je vais partir plutôt d'un réseau, parce que c'est important qu'on travaille avec les associations de familles, justement. Et ça, c'était un sondage qu'ont mené les équipes de Lyon, d'ailleurs, Vincent Desportes et Patricia Franco, entre autres, avec les réseaux Luciole. Donc, ils ont fait un questionnaire. Je trouve ça particulièrement intéressant, parce que c'était une population vraiment tout venant de personnes avec un handicap mental, comme on disait à l'époque. Vous voyez, c'est 76% quand même des enfants, mais le reste était des adultes, à peu près la moitié des garçons, 62 en institut médico-social, etc. Et vous voyez l'impact plutôt sévère. 88% de cette population n'avait pas de langage, 40 ne marchaient pas, 12 déficiences visuelles, 56 épilepsies dont on va parler tout à l'heure. Et 97% avaient des troubles du sommeil. Alors forcément, il y a un biais parce qu'ils ont peut-être répondu au questionnaire parce qu'ils étaient concernés, mais tout de même, parmi ces 97, vous voyez bien 53% tous les jours, et ça ne diminuait pas avec l'âge, et 44 disaient c'était important à très important. Quel type de trouble du sommeil? On dirait comme ça, rien de spécial. Problème à s'endormir, dormir pas assez longtemps, et finalement quelques problèmes de réveil nocturne notamment, et ce qu'on appelle des parasomnies, c'est-à-dire somnambulisme terrain nocturne. Mais tout de même, si vous regardez un peu plus proche, il y a quand même 10% qui dorment moins que 5 heures par nuit. Et là, vous connaissez beaucoup dans le syndrome d'Angelman, par exemple, ou dans les encéphalopathies épileptiques. La somnolence diurne, donc justement de tomber de sommeil, était très fréquent dans le syndrome de Rett, par exemple, 54%, aussi dans les encéphalopathies épileptiques, et 34% des personnes de plus de 12 ans faisaient encore la sieste. Donc ça, vous avez reconnu la question que j'ai posée tout à l'heure. Et des troubles respiratoires nocturnes ici étaient notamment à 21% dans le syndrome de Rett. Mais quel est l'impact finalement sur la famille et sur l'entourage? Donc 74% des parents et 34% de la fratrie sont gênés. Et là, c'est vraiment, ça va nous parler en tant que clinicien, parce que pourquoi? Parce que la vie de couple était très impactée, la vie sociale, et notamment 63% des couples passent leur nuit séparés. Ou d'ailleurs avec leur enfant. Et comme ça, vous le connaissez, je pense, donc les parents nous décrivent très fréquemment la mère dort avec l'enfant et le père dort dans une autre pièce parce qu'il faut travailler, parce qu'une autre conséquence est aussi souvent sur l'emploi des mères, qu'à un moment, quand en plus la mère ne dort pas, elle peut se décider de rester à la maison. Et 11% prennent des somnifères. Donc vous comprenez pourquoi, quand on demande, donc ça c'est notre population ici anglaise, quand on demande des familles souvent quelle est leur priorité pour la recherche, les familles avec troubles du neurodéveloppement en général disent souvent le sommeil, parce que c'est vraiment quelque chose qu'ils partagent. Et d'ailleurs, la première année de travail en recherche participative du GRAPS, qui était un groupement d'associations de familles françaises concernées par les troubles du neurodéveloppement, et vous connaissez ici par exemple Christian Ballouard du collectif DI ou Françoise Thomas-Vialette pour les FAP, justement les épilepsies sévères. Ils avaient choisi le sommeil comme premier thème, et on a travaillé, d'ailleurs Jean-Louis Mondel était présent aussi, on a travaillé dans les groupes de travail, personnes concernées, associations, chercheurs, pour élaborer autour de cette thématique et faire un agenda de recherche. Et c'est quelque chose que nous avons présenté lors d'un colloque en 2021. Donc c'est vraiment très important pour les personnes et pour les familles. Alors, je vais vous donner deux exemples très concrets où on a pu objectiver un peu l'impact que le sommeil a notamment sur le comportement. Alors, premièrement, dans le trouble du spectre de l'autisme, et si nous avons travaillé sur les populations de TSA classiques, c'est-à-dire il y a à peu près 30% de déficiences intellectuelles, enfin de troubles du développement intellectuel associés. Donc, nous avions dans un premier temps validé le fait d'utiliser une petite montre pour enregistrer des rythmes veille-sommeil contre la polysomnographie classique. Pourquoi? Alors,
Alors, nous, on peut bien le faire à Strasbourg, mais vous savez que l'accès à la polysomnographie n'est pas aisé. Et deuxièmement, c'est difficile d'enregistrer des personnes avec TSA parce qu'à cause des difficultés sensorielles notamment. Et on a pu montrer qu'on pourrait l'utiliser pour bien quantifier le temps total de sommeil, la latence d'endormissement et l'efficacité. Et on a utilisé ça dans un PHRC national, donc avec plusieurs centres dans Lyon d'ailleurs, où nous avons du coup regardé les difficultés comportementales et autistiques et le lien ou pas avec des troubles du sommeil et des rythmes circadiens objectivés. Et dans une analyse de dominance, nous avons pu montrer que 18% de l'irritabilité pouvait être ramenée en fin de compte aux difficultés de sommeil et de rythme. 17% de retrait social et 36% de comportements stéréotypés. Oui, mais d'accord, donc ça c'est beau, donc on a prouvé ce lien-là, mais ça ne dit pas pourquoi ces enfants avec autisme ont autant de difficultés de sommeil et aussi de difficultés de comportement. Mais ça, ce sont d'autres chercheurs qui ont pu montrer que c'est lié au fait qu'ils ne produisent pas assez de mélatonine la nuit. Donc 2/3 des enfants avec TSA environ, c'est plusieurs études qui ont montré ça, sécrètent moins que la moitié du taux de mélatonine des contrôles. Alors, on ne connaît pas encore tout sur les causes, mais une des raisons est qu'il y a des anomalies génétiques qui font que les deux enzymes de synthèse de la mélatonine à partir de la sérotonine sont moins actifs. Et si on a un enzyme qui est moins actif, il y a moins de mélatonine qui est produite. Donc, pour l'instant, c'est en tout cas le mécanisme physiopathologique le mieux identifié, certainement pas le seul. Mais du coup, vous êtes certainement comme moi, vous vous dites, si on ne produit pas assez de mélatonine, ça suffira alors de redonner la mélatonine. Donc, ça voudrait dire, si on supplémente, on devrait pouvoir améliorer le sommeil. Et si le sommeil est vraiment lié au problème de comportement, à ce moment-là, on devrait quand même voir que pas comme seulement une amélioration du sommeil, mais aussi du comportement. Et c'est ce qu'on a pu faire effectivement dans une étude internationale randomisée contrôlée sur 125 enfants. On a pu montrer que pour la période de double aveugle, que vraiment, quand on prenait une mélatonine prolongée, donc qui reproduisait cette courbe naturelle, après 3 mois contre placebo, vous voyez, les enfants dans le groupe qui prenait le molécule gagnaient presque 1 heure de sommeil versus 9 minutes pour les contrôles. Et après, tout le monde a obtenu, on appelle ça un open label, le médicament sur 2 ans. Et on a vu que c'est un effet qui se maintenait. Pour la latence d'endormissement, 39 minutes d'endormissement plus rapide. Donc, par rapport à 12 minutes pour le groupe placebo. Et après, quand tout le monde a reçu, c'est vraiment quelque chose aussi qui s'est bien stabilisé avec le temps. Et la période du sommeil, la continue, aussi était nettement améliorée. Donc aujourd'hui, effectivement, vous le connaissez, le molécule qui s'appelle Slenito a eu la preuve grade A de la mélatonine dans l'autisme, dans le syndrome de Smith-Magenis aussi, parce qu'il y avait aussi des enfants avec syndrome de Smith-Magenis dans cette étude. Et depuis, ça a été élargi aux autres troubles neurogénétiques et très récemment au TDAH, même si je ne rentre pas dans ces détails-là. Est-ce que ça a pu améliorer le comportement? Oui, on a pu faire des analyses et montrer qu'après 3 mois de traitement, il y avait notamment des comportements externalisants qui étaient aussi améliorés, alors qu'on n'avait que donné un molécule pour le sommeil, vous voyez? Donc c'est vraiment une preuve de concept important et c'était finalement l'amélioration du comportement qui faisait la qualité de vie des familles était améliorée. Deuxième exemple, champ très différent, la trisomie 21 dont a parlé Salima El-Cheladeh et Marie-Thérèse Abéwadé. Alors la trisomie 21, donc, que vous connaissez probablement assez bien, on a plusieurs difficultés, notamment des anomalies du massif facial. Ce que vous voyez ici, on a souvent une hypoplasie du milieu de la face et du mandibule. On a des enfants qui ont une glossoptose, c'est-à-dire la langue qui est un peu qui est en protrusion, et souvent une relative macroglossie, c'est-à-dire la langue est relativement grande. Il y a aussi une hypotonie musculaire, donc il y a une prévalence plus importante de laryngomalacie, voire parfois des sténoses sous-glottiques ou trachéales. Et tout ça, ça fait qu'on a plus de risque d'avoir un syndrome d'apnée du sommeil. En plus, on peut avoir ce que d'autres enfants peuvent avoir aussi, une augmentation de la taille des végétations ou des amygdales ou une surcharge pondérale, par exemple. Mais ça fait que, ça peut être choquant comme ça, mais c'est plein d'études, je vous les ai mis là, qui montrent que 94% des enfants avec une trisomie 21 ont un syndrome d'apnée du sommeil dans la définition, c'est-à-dire un index chez l'enfant qui est à 2 par heure de sommeil ou plus, et 71% ont un SAS sévère, c'est-à-dire avec un index d'apnée d'hypopnée supérieur à 10.
Alors ça veut dire quoi? Donc chez ces enfants-là, la nuit, il y a un collapsus quelque part au niveau des voies aériennes supérieures, donc l'air ne passe moins ou passe plus, et du coup, les enfants ronflent ou ils ont une respiration bruyante, ils ont des pauses respiratoires parfois. Ils peuvent aussi avoir quelque chose qu'on arrive moins bien, parce que souvent les enfants ne sont pas encore propres, mais sinon on voit une polyurie nocturne plus fréquente. Les enfants transpirent beaucoup, il y a une hypersalivation, donc beaucoup de salive qui est produite, et un sommeil agité. Et la journée, comme vous connaissez maintenant bien le lien, on a plus d'hyperactivité, plus d'impulsivité, plus de difficultés cognitives, plus d'irritabilité. Et vous voyez, on dit c'est à cause de la trisomie 21. À cause de ces liens, l'Académie américaine de pédiatrie avait dit dans ses recommandations, vers l'âge de 3-4 ans, on conseille que tous les enfants aient un enregistrement de sommeil par polysomnographie. Mais bien sûr, les collègues, notamment Brigitte Fourou à Necker, s'étaient dit c'est quand même dommage, 3-4 ans, il y a déjà plein de choses qui se sont passées. Et elle a fait une étude extrêmement intéressante qui vient d'être publiée dans le Lancet, prospective. Alors tout d'abord, elle a proposé à un groupe, c'était des enfants suivis à la Fondation Le Jeune à Paris, ce que l'Académie américaine avait conseillé. Donc à 36 mois, ils ont eu un enregistrement de sommeil et comme vous voyez ici, seulement 7,5% des enfants n'ont pas de syndrome d'apnée du sommeil. Et 25% des enfants avaient un syndrome d'apnée du sommeil sévère, 17% modéré, 50% léger. Mais elle avait un autre groupe où elle a proposé, à partir de l'âge de 6 mois, de faire des enregistrements de sommeil, 6 mois, 12 mois, 18, 24, 30 mois. Et donc, on trouve à peu près la même chose, un peu plus sévère à 6 mois. Et ça, c'était écrit dans la littérature. L'enfant plus jeune a plus encore de difficultés respiratoires. Et quand ils avaient une anomalie, ils étaient pris en charge. Donc les ORL notamment faisaient des chirurgies en fonction de ce qui était concerné chez cet enfant-là. Et s'il ne suffisait pas, ils avaient un traitement par pression positive continue. Et vous voyez, la sévérité, le groupe jaune là, il va vraiment très nettement diminuer à travers le temps. Et à 36 mois, on n'a que, entre guillemets, 6,9% des enfants qui ont un SAS sévère, 3,4% qui ont un SAS modéré, mais la grande majorité ont un SAS léger. Alors, qu'est-ce que ça sert? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire tout ça? En fait, là, l'étude est si bien publiée. Pourquoi? Parce qu'ils ont pu montrer que les trajectoires développementales n'étaient pas les mêmes. Et justement, quand Aurore a parlé de la Vineland, donc des comportements adaptatifs, c'est vraiment ça qui fait la différence. Vous voyez ici pour la Vineland, pour la communication, il y avait une différence de 10 points. Sur le sous-échelle communication et sur la socialisation, vous voyez aussi une différence de 12 points. Donc c'est vraiment conséquent et même sur tout ce qui est vie quotidienne, vous voyez ici une différence importante. Là où il y en avait moins, et c'est normal, c'est sur la motricité. Donc maintenant, elle est en train de regarder les données à 5 ans parce qu'elle a tout le monde l'a reconvoqué et on voit un gain cognitif très important. Et c'est de ça, je pense qu'on aimerait bien parler avec Anne Saint-Martin, c'est-à-dire ces pathologies associées peuvent réellement modifier le tableau qu'on voit et aussi le pronostic, comme l'a dit Marie-Thérèse Abiwade. Donc il y a des prises en charge en cours. Donc comment vous pouvez faire pour évaluer le sommeil? Alors on n'a pas le temps du tout d'en parler, mais je vous donne 2 sites où vous trouvez des questionnaires vraiment bien faits en libre accès. Sur le site du sommeil de l'enfant sur le réseau Morphée, vous tapez sommeil enfant réseau Morphée. Vous avez une section sommeil handicap qu'on a très bien alimentée en termes de questionnaires. Donc il y a des ressources librement accessibles. Et sur le site de la Société française de recherche et de médecine sur le sommeil, nous avons un groupe enfant. Donc il y a des neuropédiatres, des pneumopédiatres, des pédopsychiatres, des ORL d'enfants, etc. Vous trouvez aussi les questionnaires de sommeil et vous pouvez même faire regarder aux enfants une polysomnographie pour qu'ils voient à quoi s'attendre quand ils viennent à l'hôpital. Et pour le comportement, pareil, on ne va pas aller dans ces détails-là. Il y a beaucoup d'échelles qui existent. Ça fait partie de l'évaluation fonctionnelle qui amène un diagnostic fonctionnel. Si vous voulez aller un peu plus loin, sur le site de StrassND, nous avons tout un séminaire sur la prise en charge aussi, qui est enregistré en replay sur sommeil, troubles du neurodéveloppement. C'est en libre accès. Et là, on vous explique aussi toutes les prises en charge non pharmacologiques, pharmacologiques et autres, donc qu'on ne pourra pas traiter ici. Donc je conclus vraiment là-dessus. Oui, le TDI que vous avez vu, il y a énormément de facteurs génétiques, moins de facteurs environnementaux. On a souvent des dysrégulations émotionnelles et souvent des troubles du comportement associés. On a très souvent, comme vous avez vu, des troubles du sommeil associés, mais la bonne nouvelle, c'est que le sommeil, ça peut être un levier
aussi, parmi d'autres, pour améliorer le comportement et la régulation des émotions. Et le traitement des troubles du sommeil aujourd'hui est relativement bien accessible. Voilà, merci beaucoup et je passe à toi. Un grand merci à Carmen. Je dois dire qu'on a été très ambitieuse dans le programme et il nous paraissait quand même essentiel de parler des comorbidités associées aux troubles du développement intellectuel parce que c'est quand même ça le quotidien des familles. Et je pense que l'idée de ces interventions, c'était aussi de vous donner des ressources, si bien évidemment on n'a pas le temps de traiter de façon très exhaustive, mais au moins d'aller chercher des informations. Alors moi, il me revenait le sujet des épilepsies et vous allez me dire l'alimentation, qu'est-ce qu'elle y connaît ? J'ai travaillé avec mes collègues du pôle de pédiatrie pour vous amener quelques messages aussi sur les troubles de l'alimentation. Déjà sur l'épilepsie, les épilepsies, 25 à 50% des personnes avec troubles du développement intellectuel, c'est effectivement le retour de cette expertise collective de l'INSERM dont a parlé Aurore Curie. Et ce qui est très important, c'est que la fréquence augmente avec la sévérité du trouble du développement intellectuel. On va passer de 3% chez les personnes avec TDI léger à 50% d'épilepsie chez les personnes avec troubles du développement intellectuel profond. Une grande hétérogénéité, ça vous le savez, pour les personnes qui sont au contact de personnes avec troubles du développement intellectuel. De façon générale, lorsque l'épilepsie démarre dans la première année de vie ou dans les premières années, elle est souvent au premier plan, c'est elle qui va amener finalement les soins, et elle va être révélatrice d'une maladie génétique ou structurelle avec trouble du développement intellectuel qui va s'installer finalement dans les années qui suivent. Et je dis bien que l'épilepsie est associée à une maladie du neurodéveloppement, et ça c'est très important. Ça n'est pas l'épilepsie qui elle-même est la seule responsable du trouble du développement. Et dans ces formes, elle est souvent pharmacorésistante ou elle nécessitera une polythérapie. Et puis on a une autre situation où une personne, un enfant qui est déjà connu pour un trouble du développement intellectuel et qui va développer une épilepsie, parfois pharmacosensible, et qui peut même guérir à l'adolescence. Et ça, il faut savoir que même avec une épilepsie d'origine génétique ou structurelle, on peut avoir une guérison à l'adolescence dans certains cas. Par contre, quand l'épilepsie apparaît à l'adolescence, elle peut persister à l'âge adulte. Donc il y a cette notion d'évolution de l'épilepsie avec la maturation. Alors les causes, je passe vite, vous avez vu ces diapositives, elles sont très hétérogènes. En génétique, vous avez vu, Amélie Piton vous a parlé de cette explosion de gènes étiologiques. Eh bien, certains sont très pourvoyeurs d'épilepsie, associés toujours à des troubles du neurodéveloppement, et on en comprend mieux les mécanismes. Il s'agit vraiment de maladies du neurone, de la transmission synaptique, de l'excitabilité neuronale. Et on a mieux compris pour essayer peut-être dans certains cas d'avoir des thérapies ciblées. Un mot peut-être sur ce qu'on appelle encéphalopathie développementale et épileptique. Je suis désolée de rajouter une charge, mais c'est vrai que l'encéphalopathie développementale, c'est ce qui va correspondre au trouble du neurodéveloppement de l'enfant de base, sur lequel va se greffer une encéphalopathie épileptique, c'est-à-dire les conséquences développementales directes de l'activité épileptique. Alors ça ne va pas être le cas pour toutes les épilepsies, c'est un sous-groupe d'épilepsie sévère dont vous connaissez peut-être certains noms, syndrome de West, syndrome de Lennox-Gastaut, syndrome de Dravet pour certains. Et cette notion est importante parce que c'est pour nous la notion d'impact sur la trajectoire. On a beaucoup toutes parlé de trajectoire développementale. L'épilepsie aussi peut interférer avec la trajectoire d'un enfant, pas forcément de façon définitive, ça aussi c'est important, avec, pour exemple, dans les spasmes infantiles, le syndrome de West, chez le nourrisson, vous pouvez avoir une cassure réelle du développement, les parents viennent pour une régression, avec un traitement agressif actif précoce, l'enfant peut reprendre sa trajectoire et qui va finalement être conditionné par la cause de la maladie développementale sous-jacente. Donc on peut avoir une encéphalopathie épileptique temporaire quand elle est maîtrisée par le traitement. Et puis on peut avoir une situation d'encéphalopathie épileptique beaucoup plus chronique dans le syndrome de Lennox-Gastaut avec ces chutes absolument terribles, traumatiques, avec malheureusement un développement qui ne se poursuivra pas même au-delà de l'âge de 18 ans. Et tout notre enjeu pour les épileptologues et les neurologues, c'est de se dire, je suis devant un enfant qui a un trouble du neurodéveloppement et qui en plus a une encéphalopathie épileptique. Quel est le poids de l'un par rapport à l'autre? Quel est le poids des traitements? Ça, c'est aussi la question des parents. L'épilepsie, c'est aussi les crises. Et c'est souvent ce qui fait peur. Alors l'affirmer, c'est vrai qu'avec les films vidéo personnels, c'est plus facile. Et tous, autant que nous sommes, si les parents nous en donnent l'accord,
on peut filmer lorsqu'il y a un épisode paroxystique, et c'est vrai que le diagnostic a quand même beaucoup progressé avec la proposition de films vidéo, et puis les électroencéphalogrammes vidéo aussi, mais qui sont plus complexes à organiser, même si on les aménage. Ce qui se passe, c'est que chez la personne avec trouble du développement intellectuel, tout mouvement anormal n'est pas une crise. Et il y a beaucoup de mouvements anormaux. Des stéréotypies, vous le savez, des dyskinésies, pensez chez les personnes qui ont des neuroleptiques, à ces phénomènes secondaires qui ne sont pas épileptiques. Et puis il y a tout ce qui est mouvements anormaux, neurologiques, non épileptiques. Et puis les malaises vagaux, ça existe aussi chez une personne qui a une déficience intellectuelle. Alors quel est le risque ? Eh bien, il y a un risque d'accident. Il y a un risque, vous le savez, si les crises sont diurnes, sans protection, et d'où cette surveillance, effectivement. Quelque chose dont on parle moins, c'est le risque de mort subite, nocturne, chez des jeunes adolescents, des adultes, mais même parfois des enfants atteints d'épilepsie résistante, et qui, effectivement, est une information qu'on commence à donner aux familles, peut-être pas assez, et qui est importante à accompagner, en tout cas peut-être à prévenir, dans certains cas, lorsqu'on le peut, avec la question de la surveillance nocturne. Je dirais surtout la prévention des facteurs de risque aussi d'une épilepsie, et également la question des moyens de détection qui sont de plus en plus développés, avec des bracelets nocturnes, etc. On ne peut pas parler d'épilepsie sans parler de traitement, à la fois des traitements pharmacologiques, médicamenteux, la corticothérapie quand il y a une encéphalopathie épileptique, on veut vraiment être très actif au début de la maladie, et puis des thérapies ciblées. Marie-Thérèse Abi-Wardé vous a parlé de maladies génétiques très ciblées pour lesquelles on pouvait donner des traitements particuliers. Il y a aussi des épilepsies vitaminosensibles et peut-être la thérapie génique dans certains cas. La chirurgie, elle peut être proposée aussi chez une personne qui a un trouble du développement intellectuel, une lésion focale. Ça n'est pas une contre-indication. Et toute personne qui a une épilepsie résistante a le droit d'avoir une réévaluation de son épilepsie dans un centre expert. Et il faut savoir redemander. Lorsqu'on voit une évolution sur une trajectoire atypique, savoir redemander des explorations, c'est important. Les traitements pharmacologiques, eh bien, effectivement, ils peuvent donner des effets secondaires, notamment quand il y a une polythérapie, mais avec une grande variabilité individuelle. Alors l'impact, il est majeur pour les aidants, et je dirais particulièrement quand il y a une épilepsie résistante, au-delà des troubles du comportement, des troubles du sommeil. Et effectivement, c'est un fardeau pour les familles très important. Et je dirais même que l'épilepsie, lorsqu'elle est résistante, entraîne des difficultés d'inclusion médico-sociale. Ça, c'est mon nouveau terme, c'est qu'on ne peut pas inclure un enfant avec épilepsie résistante dans un établissement médico-social. Dans certains cas, on a des portes qui se ferment. Je vais être un peu militante aussi dans la journée, vous allez m'entendre. Ça me fâche beaucoup. Je dirais quand même qu'il y a des ressources. Je crois qu'il faut être positif. On a le FARES, pour ceux qui ne le connaissent pas, l'équipe Relais Handicap Rare, qui nous aide beaucoup dans les situations complexes, et je tiens à les saluer. On va les entendre cet après-midi. Les communautés de pratique, et puis les associations de patients, qui sont là aussi pour soutenir les familles. Et puis la filière déficience, vous avez entendu tout au long de la journée, on a parlé de cette filière, et je crois que le représentant est là, j'espère. En tout cas, nous avait dit qu'il viendrait. Et puis ces centres de référence dont on parle pour les épilepsies rares qui existent dans les différentes régions. Alors me voilà lancée dans l'univers des troubles de l'alimentation. Donc là, j'y vais de façon un peu plus sur la pointe des pieds. Je remercie beaucoup le Dr Abi-Wardé, le professeur Rossignol et les diététiciennes du pôle qui m'ont un petit peu éclairée. Donc si on regarde les troubles alimentaires chez les personnes avec troubles du développement intellectuel, au sens large, 80%. C'est énorme. Avec des troubles nutritionnels, pour certaines, dont on va parler, et pour certaines, des troubles du comportement alimentaire. En fait, on différencie un petit peu troubles du comportement alimentaire des troubles alimentaires. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Les troubles alimentaires pédiatriques, c'est un concept relativement récent, mais qui a le mérite de finalement tout regrouper, les troubles alimentaires en lien avec une condition médicale, dentaire, bucco-pharyngée, gastro-intestinale. Vous savez combien les troubles gastro-intestinaux sont fréquents chez ces enfants, reflux, constipation, les troubles cardio-respiratoires, neuromoteurs, déglutition, et puis la malnutrition, la dénutrition fréquente dans le polyhandicap, ou le surpoids avec des carences. Et ça, vous verrez qu'on peut être en surpoids et être carencé. Et puis les troubles de l'oralité dont on parle beaucoup, parfois associés à un dysfonctionnement psychosocial. Et je pense que cette
Finalement, cette déclinaison, elle peut être évoquée pour une personne avec TDI, enfant ou adulte, et elle doit nous autoriser, enfin nous demander à réfléchir à chacun de ces facteurs, finalement, quand on est devant une difficulté. L'identifier, c'est important. Peser, mesurer. Et effectivement, ça c'est essentiel. C'est pas toujours facile de peser et mesurer. Un enfant très comportemental. Et puis une équipe pluridisciplinaire, savoir travailler un petit peu avec tout le monde, ce qui n'est pas facile, avec des prises en charge adaptées, beaucoup de travail avec les familles et avec les établissements. Et là, je rejoins le travail extraordinaire du réseau Luciole, hein, et cette brochure que vous pouvez aussi vous procurer, qui est vraiment extrêmement bien faite et qui va reprendre point par point, va donner des ressources, des aides point par point, toutes les difficultés, mais comment les résoudre. Troubles nutritionnels et carences, je me dépêche. 3 enfants. Un garçon de 13 ans qui a un TSA, un TDI, des conjonctivites répétées, qui est hospitalisé pour une fonte purulente de l'œil, qui ne mange que de la mie de pain depuis 4 ans, dans un contexte social très difficile, un déficit majeur en vitamine A. Je parle plus fort. Un enfant de 6 ans, en surpoids, avec un TSA et un TDI, qui est hospitalisé pour des troubles de la conscience, une faiblesse musculaire, des ecchymoses. Il ne mange que des produits laitiers et des chips. Un scorbut, un déficit en vitamine C. Le scorbut revient. Il avait été exclu, il revient actuellement. Un enfant de 13 ans en surpoids qui fait une première crise tonico-clonique généralisée, il n'était pas épileptique. Au décours de la crise, il bouge peu la jambe. Il est prostré. Il a une fracture du col du fémur, un rachitisme très sévère avec une hypocalcémie, une carence en vitamine D. Je passe rapidement sur les troubles de l'alimentation, mais pour dire que l'effet positif d'une supplémentation vitaminique et minérale a été démontré chez une population d'enfants autistes. C'est quelque chose qu'avait montré Marie-Thérèse Abiwardé dans une réunion antérieure. Et il a été montré également que les carences pouvaient aggraver certains symptômes autistiques. Et je terminerai par les troubles du comportement alimentaire et les obésités, les troubles du développement intellectuel qui sont fréquentes. Et là encore, cette bascule finalement du travail sur la maladie rare va aider la maladie fréquente. Et depuis ce matin, on fait ces allées-venues entre maladies rares et maladies fréquentes parce qu'il y a eu effectivement des groupes de travail, notamment sur le modèle du, entre guillemets, syndrome de Willy-Prader, mais qui a permis aussi de mettre en place des expertises qui peuvent être généralisées à d'autres situations. Et là, je reviens vers le protocole national de diagnostic et de soins générique obésité de cause rare que je vous recommande vivement, qui est extrêmement complet, qui va donner des ressources. La grande difficulté de prise en charge de l'obésité, vous la connaissez, les troubles du comportement, c'est souvent des renforcements alimentaires quand un enfant veut faire mieux, des traitements psychotropes, et puis le maintien au domicile, la sédentarité, l'exposition aux écrans parce qu'on n'a pas d'autres possibilités. Alors il y a des ressources. Il y a des prises en charge médicales qui sont recommandées, notamment la supplémentation systématique en vitamine D quand il y a un surpoids, le dépistage des carences. Beaucoup d'enfants en surpoids sont carencés, et l'adaptation aussi des traitements, les traitements neuroleptiques éventuellement ou autres. Les prises en charge reposent essentiellement sur un accompagnement comportemental. Il y a des ressources. Est-ce qu'elles sont toutes accessibles pour les personnes avec troubles du développement intellectuel? Question. Parfois, il faut enfoncer les portes, il faut y aller. Et puis ces centres spécialisés obésité qui se développent dans chaque CHU. Les établissements médico-sociaux font beaucoup de travail et on les remercie. Le travail en équipe est quelque chose d'extrêmement important pour ces enfants. La prévention avant tout, des flyers, un flyer très bien fait que recommandait le professeur Rossignol, qu'on peut télécharger, flyer au Bérard. Et la dernière diapositive sur l'accès aux soins et le trouble du développement intellectuel. Vous savez tous qu'il y a une augmentation des besoins de santé, des difficultés d'accès aux soins et des difficultés diagnostiques. On parlait tout à l'heure avec une collègue radiologue qui est avec nous, et c'est vrai que l'accès à la radiologie est difficile, alors qu'il est souvent nécessaire, l'échographie ou autre. Beaucoup de travail au sein des établissements médico-sociaux pour ça, un réseau Andidant,
notre petite équipe EMAOP, je la coordonne avec le docteur Abi Wardé, qui essaie de faire son travail au sein de l'hôpital. Et c'est un peu avec le travail avec cette équipe, je me suis rendu compte de ces difficultés d'accès aux soins. Vous allez me dire, c'est un peu tard qu'elle s'en rende compte maintenant, mais c'est vrai que les problématiques de santé de ces enfants sont vraiment énormes. Et que dire pour l'adulte? Et puis je souligne aussi le projet Emma Santé, qui est celui d'une équipe mobile pour accompagner les familles au plus près, auprès des professionnels de santé, que je continue à soutenir. J'espère qu'il verra le jour. Je vous remercie.